Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Honda Prologue 2024, complètement nouveau, premier véhicule 100% électrique de la grande famille Honda commercialisée chez nous au Canada. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit authentiquement Honda, parce qu'on le sait, on utilise ici une technologie provenant de chez General Motors, la plateforme Ultium. Et ce véhicule-là est assemblé au Mexique, à la même usine où on fabrique actuellement le Chevrolet Blazer EV. D'ailleurs, on reprend l'essentiel des éléments du Blazer EV. L'empattement est le même, les dimensions sont très comparables. Et les versions, si on compare un Blazer EV à ce qu'on propose ici, sont très comparables également, bien qu'il n'y ait pas de version haute performance comme ce qu'on offrira très prochainement dans la famille du Blazer EV, c'est-à-dire le Blazer SS, qui lui sera un modèle axé sur la performance pour rivaliser avec, par exemple, un Ford Mustang Mach-E GT Performance. Alors ici, pas de version de performance, une seule configuration mécanique pour le marché canadien qui diffère du marché américain où on va aussi avoir une version à 2 roues motrices. Chez nous, c'est du 4 roues motrices de série, 3 niveaux de finition, EX, EXL et Touring. Toujours avec la même puissance de 288 chevaux, 333 livres-pieds de couple. Et c'est un véhicule qui a une autonomie quand même assez intéressante, 452 km pour les versions EX et EXL. Et ça baisse à 437 avec la version Touring qui est ici, notamment en raison des jantes de 21 pouces plutôt que de 19 pouces. Ça vient évidemment affecter la résistance au sol et forcément l'autonomie du véhicule. Alors, Honda ne s'en cache pas, le Prologue, c'est un véhicule de conformité, comme le sera l'Acura ZDX, qui exploitera la même technologie que ce qu'on a ici. Un véhicule de conformité parce qu'on se doit d'offrir des véhicules électriques chez Honda et ce n'est pas le champ d'expertise de ce constructeur qui, évidemment, a toujours été un motoriste. Alors, on propose un véhicule électrique ici avec une technologie provenant de chez General Motors, comme je le mentionnais un peu plus tôt, et ça sera le seul véhicule qui exploitera chez Honda cette technologie-là, parce qu'on travaille actuellement à développer sa propre technologie 100% électrique qu'on devrait voir débarquer d'ici quelques années chez les concessionnaires canadiens et américains. Mais d'ici là, on a un VUS intermédiaire à 2 rangées de sièges qui viendra notamment rivaliser avec des véhicules aussi populaires que le Tesla Model Y, véhicule le plus vendu au monde d'ailleurs en 2023, Ford Mustang Mach-E, le Nissan Ariya fait partie évidemment des compétiteurs. Bref, il y a énormément de compétition dans le segment des électriques à 2 rangées de sièges, évidemment VUS intermédiaire. Alors, Honda a choisi ce créneau pour commencer dans le monde de l'électrique et je pense que c'est une stratégie qui est très viable. Est-ce qu'on réussira à attirer de nouveaux acheteurs chez Honda ou est-ce qu'on migrera une partie de la clientèle qui se procure actuellement, par exemple, des pilotes, des passeports ou des CRV vers ce modèle-là? Ça, évidemment, c'est une autre question. Mais à tout le moins, on offrira ce produit-là au catalogue. Et on reviendra sur les prix un peu plus tard du Prologue, mais il faut quand même savoir que parmi les 3 versions offertes, les 2 premières sont admissibles aux crédits fédéraux et provinciaux chez nous au Québec, ce qui n'est pas le cas de la version Touring, qui n'est pas admissible au crédit provincial en raison de son prix plus élevé. Alors, ça crée un écart considérable. Forcément, il faut imaginer que la version Touring ici sera la moins populaire du lot chez nous au Québec, alors qu'elle risque de l'être un peu plus dans le reste du marché canadien. J'aurais eu la chance, il y a quelques mois à peine, de conduire le Blazer EV. Je vous avoue qu'on est exactement à la même adresse ici. C'est pas surprenant, c'est à peu près le même véhicule sur le plan technique. Et dans le cas de cette version Touring, roue de 21 pouces, bien évidemment, ça cogne un peu plus dur. Le confort est remarquable. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment un empattement très long, le même que celui du Blazer EV. Et conséquemment, bien, le véhicule a une très, très grande stabilité. Mais c'est certain que les pneus de 21 pouces viennent légèrement affecter l'autonomie du véhicule, qui est de toute façon assez généreuse, parce que l'autonomie annoncée sur les versions EX, EXL, je le mentionnais un peu plus tôt, 452 km et 437 dans le cas de cette version à roue de 21 pouces, c'est-à-dire le modèle Touring. Et la seule distinction au niveau du comportement routier par rapport aux versions EX, EXL, bien sûr, mis à part les roues de 21 pouces, dans le cas de la version Touring, c'est le fait qu'on ait un mode sport, donc un bouton qui est placé à la gauche du volant. Ça vous permet d'avoir une accélération initiale un peu plus
plus franche, un peu plus animée, mais rares sont ceux qui vont s'en servir honnêtement. Et ça fait partie des quelques éléments supplémentaires qu'on vient ajouter dans la version Touring, une version qui est passablement plus chère, vous le verrez un peu plus tard, parce qu'on perd une partie des crédits. Dans le fond, ce que vous allez obtenir en plus, les roues de 21 pouces, mais aussi volant chauffant, siège ventilé qu'on n'a pas dans les deux autres versions, visualisation tête haute qui est ajoutée au véhicule et évidemment le mode sport, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, parce que sinon, c'est essentiellement le même véhicule qu'une version EXL. Le cuir est perforé plutôt que d'être du cuir standard, mais les détails sont minimes considérant la différence de prix. Le comportement est intéressant. Bien sûr qu'on sent que le véhicule est lourd, mais les suspensions font du bon boulot, c'est bien insonorisé. Il y a énormément d'espace aux places arrière, la soute à bagages qui est très spacieuse aussi. Alors, ça en fait un véhicule familial par excellence. Et un peu comme avec le Blazer EV, je peux constater que la visibilité à la lunette arrière, elle est discutable de par son étroitesse. L'essuie-glace est tout petit. L'étroitesse de la lunette fait en sorte qu'on n'a pas une bonne vision arrière, comme je mentionnais un peu plus tôt, mais évidemment, vous avez la caméra de recul qui peut faire le travail. Côté équipement, c'est assez complet. Évidemment que dans la version EX de base, vous aurez moins d'éléments qu'à bord de cette version Touring. Notamment, il n'y a pas de trou ouvrant dans la version EX, mais quand même, vous allez avoir un équipement électrique complet. La planche de bord qui est essentiellement la même avec l'interface Google qui est intégrée au véhicule. Ça provient évidemment de chez General Motors. Mais heureusement, vous avez Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ce qu'on n'obtient pas dans le Blazer EV. Et ça fait quand même une différence. Est-ce que Chevrolet reviendra sur sa décision? On ose espérer que oui, mais ça prouve que c'est possible de pouvoir l'obtenir et que c'est uniquement une question de contrat chez General Motors qui fait en sorte qu'on n'a pas Apple CarPlay dans un véhicule comme le Blazer EV. Alors ça, vous l'avez ici. Climatisation automatique 2 zones, c'est de série aussi. Bref, il y a un équipement qui est quand même assez intéressant. Et au final, je vous dirais que bien que le comportement soit intéressant, que l'ergonomie soit très bien, on a 2 écrans, c'est standard aujourd'hui, c'est rien de complexe. C'est surtout la facilité d'utilisation du véhicule que je trouve pertinente, intéressante. Et bien sûr, il y a une technologie électrique qui permet d'avoir un véhicule polyvalent. Donc, batterie de 85 kWh sur ce véhicule-ci, qu'on peut recharger jusqu'à vitesse de 150 kW. Donc, vous allez recharger le véhicule en moins d'1 heure au complet. Ça, c'est super intéressant. On a un bon système de thermorégulation, ce qui veut dire que l'impact du froid sur la batterie durant l'hiver n'est pas aussi prononcé que sur certains autres modèles de la compétition. Et autre petit truc que je trouve un peu cocasse, c'est le premier véhicule Honda à être doté de la technologie OnStar de General Motors, parce que c'est un produit General Motors. Avant de parler prix, peut-être un mot sur le chapitre du design qui, pour moi, est un véhicule totalement réussi. On sait qu'Honda, ces dernières années, on ne nous a pas impressionnés avec certains designs. Il y a des véhicules qui sont un peu insipides. Ça manque cruellement d'originalité. Je pense au CR-V notamment. Mais dans le cas du véhicule qui est ici, je trouve que le design est réussi, sera intemporel, mais élégant à la fois. C'est certain que la version Touring avec les jantes de 21 pouces, ça lui donne un cachet supplémentaire. Mais la robe générale est réussie. Il y a un catalogue de couleurs assez intéressant. J'aime beaucoup la partie arrière, la façon dont on a inscrit les lettres Honda sur le coffre. C'est assez original. Ça fait ironiquement très japonais, même si dans les faits, ce n'est pas un véhicule authentiquement japonais. Alors ça me plaît énormément. Et je trouve que si Honda prend cette tangente-là en matière de design, on risque de voir de beaux modèles dans les prochaines années. Il faut savoir que ça n'a pas été dessiné par les gens de General Motors, mais c'est un design authentiquement Honda, même si tout ce qui se trouve sous le véhicule provient de chez General Motors. Maintenant, les prix, pas compliqués. Alors, version EX d'entrée de gamme, en incluant les frais de transport préparation, c'est 61 990 $, donc 59 990 $ plus 2 000 $ de frais de transport préparation. Vous retirez ensuite les crédits gouvernementaux applicables qui sont de 10 437 $ et le coût de revient pour un Honda Prologue de base, c'est donc 51 533 $ plus taxes. Vous ajoutez ensuite 5 000 $ pour la version EXL qui comprend sellerie de cuir. Vous allez avoir système audio Bose à 12 haut-parleurs, toit panoramique notamment. Alors à ce moment-là, le prix passe de 51 533 à 56 533.
Les deux crédits sont applicables, encore une fois, sur la version EXL, comme je le mentionnais. Et finalement, bien, cette version Touring, qui, elle, coûte 69 990 $, donc prix supérieur à 65 000 $. C'est à ce moment-là qu'on perd le crédit provincial. C'est 71 990 $, évidemment, si on inclut les frais de transport préparation. Et à ce moment-là, il faut retirer uniquement le crédit fédéral applicable, qui est de 5 000 $ taxes incluses ou 4 349 $ avant taxe. Ce qui veut dire que le prix de revient avant taxe pour un Prologue Touring, c'est 67 641 $ contre 56 553 $ pour une version EXL. Alors, il y a un écart de plus de 10 000 $ entre les deux, ce qui risque de faire en sorte que la version Touring, chez nous, ne sera pas très populaire. Remarquez, c'est la même chose avec le Chevrolet Blazer EV. La version LT est admissible au plein crédit fédéral et provincial, alors que dans le cas de la version RS, dont le prix d'entrée est le même que celui du Prologue Touring, 69 990 plus les frais de transport, là, à ce moment-là, on n'a que le crédit fédéral qui s'applique. Alors, il y a un écart considérable. Alors, il faut surtout savoir que ce sont les versions EX et EXL du Prologue qui seront populaires chez nous. Et bien qu'on n'ait pas encore toutes les modalités de financement de location pour le Prologue parce que le véhicule arrivera plus tard au printemps sur le marché canadien, j'ai fait des calculs rapides pour vous donner une idée du financement en incluant évidemment les crédits gouvernementaux qui s'appliquent. Dans le cas d'une version EX, vous paieriez sur un terme de 6 ans, toutes taxes incluses, à un taux quand même élevé de 7,69 %. C'est le taux actuellement qu'on propose avec le Honda Pilot. Alors, j'ai pris ce taux-là, je l'ai appliqué sur ce produit-ci. Ça risque d'être à peu près la même chose. Ça vous coûterait 1 030 $ par mois sur 6 ans, taxes incluses pour une version EX, 1 130 $ par mois, taxes incluses pour une version EXL. Et tenez-vous bien, dans le cas du véhicule qui nous concerne, là, le saut est considérable. On est à 1 352 $ taxes incluses sur 6 ans en appliquant le crédit fédéral de 5 000 $ taxes incluses. Alors, c'est quand même pas donné. Cette version Touring, je pense que les versions EX, EXL risquent de connaître plus de succès. Et la grande question, est-ce qu'on sera sérieux avec ce produit-là chez Honda ou est-ce que c'est vraiment un véhicule de conformité? Est-ce qu'il y aura de la disponibilité? Et surtout, est-ce que ce sera un véhicule fiable comme les autres produits de la grande famille Honda? Parce qu'on sait que le Blazer EV, qui utilise bien sûr la même technologie, a vu ses ventes cesser temporairement. General Motors a choisi de faire un stop sale en bon français parce qu'il y avait trop de problèmes répertoriés sur le véhicule. On retourne à la table à dessin, on corrige quelques lacunes et on le ramène sur le marché. Alors, il est possible actuellement d'acheter un Blazer EV, mais la livraison sera retardée parce qu'on a des problèmes initiaux au niveau de la qualité. Ça sera forcément la même chose avec le Prologue. Et s'il y a un constructeur qui ne peut pas se permettre de composer avec ce genre de problème-là, c'est bien Honda qui est installé sur une réputation de fiabilité et qui vend beaucoup de véhicules pour cette seule raison. Alors, est-ce qu'Honda sera capable de livrer des véhicules comme celui-là sans problème? Est-ce qu'on sera capable de les entretenir adéquatement? Ça aussi, c'est une question très importante parce qu'évidemment, l'outillage et les formations nécessaires pour l'entretien d'un produit comme celui-là, c'est quelque chose de complètement différent de ce à quoi Honda nous a habitués jusqu'à maintenant. Les concessionnaires doivent travailler fort pour s'adapter à ces nouvelles technologies, travailler sur un véhicule dont les pièces ne leur sont pas familières, évidemment, puisque c'est un véhicule General Motors. Alors ça, c'est la grande question, mais c'est certain que sur le plan initial, le produit impressionne quand même. Belle gueule. Je pense que si on est capable d'en livrer, qu'on est capable d'avoir des inventaires intéressants, on ira chercher une nouvelle part de marché qu'on a échappé depuis très longtemps chez Honda. En fait, on a laissé le marché libre, bien sûr, à Tesla, mais à des constructeurs comme Hyundai, Kia, qui, eux, ont des chiffres très intéressants avec leurs véhicules électriques respectifs. Chez Honda, on n'en a à peu près jamais eu. Alors, c'est un nouveau marché pour Honda très important.